Bonsoir, chers frères et sœurs. De nouveau, nous nous retrouvons sur la plateforme disons, la plateforme YouTube Nkelama Zulu sur planète Kachupa Planet. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons affronter un argument, disons, je voulais dire, je me présente ici pour affronter un argument important avec vous. Cet argument part d'une réflexion sur la présente situation que nous avons, que nous connaissons euh, aujourd'hui en Afrique, dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Afrique. Et le fait que nous l'appelons Afrique même démontre que nous acquisons d'une faiblesse de compréhension de la dynamique historique de l'évolution de l'homme noir. Comme je l'ai souvent répété, je le répète encore aujourd'hui, que l'histoire évolutive, historique, anthropologique, archéologique de l'homme noir remonte à une moyenne en au moins 350 000 ans. Et vous vous rendez compte ici qu'il s'agit de 350 000 ans d'histoire, d'études, d'approfondissement, de recherches, de fouilles, et non les 2000, 3000 ans que nous sommes habitués, pour lesquels nous avons été attribués. J'aimerais ici affronter avec vous une question très délicate. En première lieu, je commence par celui de l'identité de l'homme noir. Okay? Vous sûrement noterez, vous qui vivez en Europe ou en Amérique, quand un enfant, par exemple, est français né, okay, il est né de pères et de mères français. Okay? C'est-à-dire, à la naissance, il a une citoyenneté française qui lui est transmise automatiquement. Je parle ici des Français décents, c'est-à-dire il y a une transmission que je pourrais ici définir des patrimoine national qui lui est transmis à travers le sang. Il se fait que les Français qui naissent en France, ou plutôt l'Italien qui naît en Italie, ou les Belges qui naissent en Belgique, ou encore l'Anglais qui naît en Angleterre, va à l'école. Ok? En fait, l'école est appelée la formation. C'est là où on forme la nation. La nation se forme à l'école. Et une nation se forme à travers une culture. Alors, rentrons dans mon exemple pour vous éclairer plus. Les Français, l'enfant français, ou plutôt l'italien, ou encore l'anglais, va à l'école et il apprend la langue française pour les Français. L'italien pour l'italien, l'anglais pour l'anglais. Dès l'école primaire, il fait 6 ans ou 5 ans, selon les ordonnements, d'études pendant lesquels il étudie sa propre langue. C'est-à-dire, il apprend à s'objectiver, à se définir, à intégrer sa dimension culturelle. Année après année, les Français deviennent plus français. Vous n'en disconviendrez pas avec moi que la capacité réflexive d'un Français de l'école primaire est complètement différente de celui de l'école secondaire. Encore plus, il est très différent de celui de l'école universitaire ou de celui qui a fini les études universitaires ou celui qui a fait les doctorats. Qu'est-ce que cela signifie? En réalité, dans la formation scolaire, académique, on a affaire avec les grades d'appréhension, de compréhension ainsi que d'intégration de la langue française et donc par conséquent de l'identité française. Au point où je pourrais ici affirmer sur des lignes complètement philosophiques que l'on est français en tant qu'identité légale. Mais du point de l'identité culturelle, l'on devient français. Ce qui veut dire les professeurs français a une intégrité nationale supérieure à celui d'un enfant qui va à l'école primaire. Parce qu'il est situé à un point élevé de la compréhension et par conséquent de l'intégration de la culture française. Je ne sais pas si je me fais comprendre assez. Je vais insister sur ce point parce qu'il est capital pour ce que je vais développer par après.
L'on est français du point de vue légal, mais l'on n'est pas du point de vue culturel. Pour que l'on devienne français du point de vue culturel, il faut que cela soit construit à la personne. Elle n'est pas une acquisition automatique comme celui, par exemple, de l'identité légale. L'on devient français, l'on est français, italien, anglais, du point de vue légal, mais l'on devient du point de vue culturel à travers un processus de construction. Et ce processus de construction passe à travers la scolarisation, l'école. C'est ainsi que cette scolarisation porte à l'affirmation de l'identité, de l'intégration parfaite de l'identité. Et l'intégration de cette identité advient au sein même de la tradition. En ces termes, nous parlons de la tradition française, anglaise et qu'en sais-je. Il est très important et capital de réaliser cela. On est un Français, n'est pas français. Je dis, il est né français à tant que, du point de vue légal, il a un certificat de naissance. Il a un document d'identité qui fait qu'il soit français, italien, portugais, espagnol, anglais. Mais il ne l'est pas encore. Parce que si cet enfant qui est né en tant que français sur la carte juridique est pris à l'âge de moins d'une année et porté grandir à la Guyane, cet enfant ne sera jamais français du point de vue de son identité culturelle. Il aura une identification différente. Et quand, par exemple, si la France devait être touchée par n'importe quel malheur, en fait, cet enfant ne se sentirait pas du tout touché. Si un Français mourait, cet enfant se sentirait légèrement touché parce qu'il n'y a pas d'identification du point de vue culturel, car c'est l'identification du point de vue culturel qui permet de construire des liens qui vont au-delà du normal, au-delà de la perception, je vais dire ici, ou de la conceptualisation. Alors, c'est au-delà de la conception et de la perception, et c'est ce que nous définissons le patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas un élan sentimental. Le patriotisme est fortement dépendant d'une formation culturelle. Nous devons vraiment faire très attention ici. Le patriotisme n'est pas un élan sentimental. Elle fait pression, elle fait perne sur les sentiments. Mais ces sentiments sont basés sur une connaissance. Et cette connaissance est basée sur une formation. Dans le moment où il n'y a pas une formation, dans le cas, j'ai fait l'exemple ici du français, de l'enfant français qui naît en France, obtient une carte, c'est-à-dire une carte d'enregistrement en tant que de naissance, certificat de naissance, et puis est envoyé au Pagwana. Cet enfant n'a pas une identité culturelle française. Il ne l'a pas. Ou, je vais encore mettre un exemple. Admettons un enfant français qui naît en France. Il obtient un certificat de naissance français, mais cependant, pour d'une manière ou une autre, il finit par fréquenter un groupe d'Américains. C'est-à-dire, ses parents vont vivre dans un quartier où les Français ne vivent pas, tout en étant en France. Il grandit dans un environnement complètement américain. Il parle simplement l'anglais tout en ayant l'identité française qui lui est donnée par le fait que, un, il est né en France, il a un certificat de naissance, et deux, ses deux parents sont français. Mais cet enfant grandit dans un quartier, dans un environnement où il n'y a que d'Américains. En fait, il ne prend pas à parler le français, il ne prend qu'à parler l'anglais. Alors, en plus, l'enfant va étudier disons, suit une formation scolaire et puis académique complètement américaine. C'est-à-dire, il fait l'école maternelle américaine, il fait l'école primaire américaine, il fait l'école secondaire américaine et va étudier dans une université américaine. Là, vous avez un problème parce que vous n'avez pas devant vous un Français. Vous avez un Français du point de vue juridique, mais vous n'avez pas un Français du point de vue culturel et donc vous n'avez pas un patriote.
La nation du patriotisme est fondée sur la compréhension, la connaissance profonde de la culture, de l'évolution de la culture, de l'avancement, la compréhension profonde des dynamiques culturelles qui ont porté la civilisation d'un certain point au point où il se trouve au temps où l'on est en train de parler. Disons, les temps pris en examen. Mes frères et sœurs, ce que je suis en train de dire est très important car nous devons comprendre cela. Et puis nous allons les plasmer sur la réalité noire africaine aujourd'hui. Je récapitule, afin que cela soit très bien clair. Une identité, nous avons en nous des formes d'identité du point de vue de la construction juridique. Nous avons une identité juridique qui nous est donnée par la carte de naissance, qui définit ce que l'on est. Il y a cependant une identité qui a un sens plus large, qui est plus profond, dont les racines vont puissamment de la conscience, qui est celui donné par la culture. Mais cette identité donnée par la culture, elle n'est pas égale à l'identité juridique. Parce que l'identité juridique est obtenue à un moment donné. On donne, il y a une signature, on signe sur la carte, le certificat de naissance, on devient citoyen. Mais du point de vue de l'identité culturelle, celui-là est acquis à travers un processus, une démarche. Et c'est ici qu'on parle de l'éducation. L'éducation culturelle. Les Français apprennent à parler français. À l'école primaire, il étudie les français, il fait des examens en français. Il y a les Français qui sont très bons en français, qui sont médiocres en français. Tout comme des Italiens qui sont bons en italien et d'autres médiocres. Les mêmes, c'est produit en anglais. En fait, c'est un processus d'acculturation et des positionnements de l'individu par rapport à un paramètre qu'on définit, le patriotisme. C'est l'école qui crée les patriotes. Quand il n'y a pas, vous voyez, dans les pays occidentaux, avec un fort élan de patriotisme, comme par exemple l'Italie et l'Espagne, vous allez voir que la formation du point de vue de la langue, l'étude de la langue, l'étude de la littérature, de l'histoire est très important. C'est seulement de cette manière qu'on forme des patriotes. En dehors de ce mécanisme, les patriotes n'existaient pas. Quand nous allons en Afrique, chez nous, nous allons nous rendre compte que très peu d'entre nous ont connu une éducation culturelle noire. Nous sommes tous nés avec une identité juridique que personne ne peut dénoter. Cette identité juridique est renforcée du point de vue de la couleur de la peau. Les Noirs, on les reconnaît sa couleur de la peau pour savoir d'où ils viennent. Quand même on est né aux États-Unis et quand on vous regarde de loin sans vous connaître, on parle d'un Africain. Ça, c'est une première étape, ok, d'une identité acquise automatiquement. Après cela, il doit avoir l'école de la formation des patriotes. Et les patriotes se créent à travers un processus d'acculturation. Vous allez aussi convenir avec moi, chers frères et sœurs, que quand nous arrivons dans cette position, nous allons avec beaucoup de difficultés, mais nous devons venir à ces points, nous devons venir à cette réalisation douloureuse quand même, mais pourtant certaine, qu'il n'y a pas de patriotes noirs. En fait, les seuls qui ont été des patriotes, on sait qui ont d'une certaine manière suivi ce que nous appelons l'école initiatique noire. Aujourd'hui, tout le monde est un Belge, c'est-à-dire, ce que je voulais dire, nous avons, quand vous allez en République démocratique du Congo, ce qu'on appelle aujourd'hui l'état mort de la République démocratique du Congo, vous avez des individus ayant une identité juridique congolaise, mais pour autant, au même moment, ils ont bénéficié d'une identité culturelle belge. C'est pour dire qu'ils sont des compatriotes belges. Du cas du Congo-Brazza, qu'on appelle déjà Brazza, vous avez des personnes ayant une identité juridique congolaise, du Congo populaire, mais ayant une identité culturelle française. Les Cameroun françaises, les Ghana anglaises, les Nigériens anglais, les Zimbabwe anglais. Et vous vous rendez compte, c'est en ce moment-là
que nous sommes affectés par un très grand problème. Il n'y a pas de patriotisme. C'est comme ça. Je vis ici, là, avec tous les morts qu'il y a en Afrique. Quand Johnny, je ne sais pas moi, Holiday est mort, c'est toute l'Afrique qui a pleuré. En fait, pourquoi les Africains ont fait les deuils au Johnny Hallyday? C'est parce que du point de vue culturel, ils sont des Français, des Belges. Du point de vue culturel, ils sont des Européens. Ce sont des personnes avec une double identité. Pour ne pas parler de double passeport, parce que le passeport n'est pas une identité. Vous avez des Noirs qui ont une identité juridique, coloniale, qui leur est donnée par titre de naissance d'assimilation, parce qu'ils sont nés dans des colonies, et puis ils ont une identité culturelle du colonisateur. Ce qui fait que ce qui arrive dans les pays ne leur touche pas beaucoup. Mais pour ceux qui se sentent touchés émotionnellement pour tout ce qui se passe dans le pays, il y a un autre problème. Le problème est lequel aujourd'hui, par exemple, il y a une profonde séparation, lacération entre les républiques, entre les Congolais de la République démocratique du Congo et les peuples rwandais. L'histoire est la suivante. En 1900, pendant la fin des années 90-90, il y a eu un complot contre la République démocratique du Congo organisé par les États-Unis, la France, disons, par les Occidentaux. En l'occurrence, c'est la pointe de la CBM. Nous avons les États-Unis et l'Allemagne, la Belgique. OK? Et Laurent Désiré Kabila, qui rentre dans une dynamique qui est appelée celui de la libération. C'est-à-dire, on devait libérer les Zaïre qui étaient sous la prise depuis plus de 35 ans du fait président, le général Mobutu Sese Seko Congo, le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga, que son âme repose en paix. Mais en réalité, il s'agissait d'une autre chose. En réalité, on venait reprendre les Zaïre qui avaient échappé à la prise du franc, c'est-à-dire du monde de la franc-maçonnerie, en devenant Zaïre, qui était un nom, une appellation qui venait de notre territoire. Et on est revenu vers les Congos. Les Congos, pour dire Congo belge, on repart d'un point de vue, disons, le processus de destruction est encore accéléré. Alors, dans cette coopération, dans cette situation, ces complots pour la destruction du Congo, il y avait les Rwandais, les Burundi. Et Jean-Paul Kagame s'est affirmé pour être un des plus grands destructeurs du peuple Congo. Donc cela a eu comme résultat qu'il est né une forme d'énémicité entre les Congolais et les Rwandais. Maintenant, chers frères et sœurs, vous, Congolais, et vous, Rwandais, je vous parle en tant que Noir, je ne vous parle pas en tant que Congolais parce que je refuse toute qualification identitaire coloniale. Je suis un Noir. Alors, je vous parle en tant que frère. Avant tout au peuple congolais. Dans les complots visant à déstabiliser et à détruire notre pays, les Zaïre Congo, nous avons eu les Belges, les Occidentaux en général, qui ont utilisé les Rwandais, qui encore utilisent les Rwandais comme des bourreaux. Mais la communauté noire congolaise a des problèmes seulement avec les Rwandais, parce que les mariages avec les Belges se célèbrent encore. Les mariages, vous ne voyez pas l'heure d'obtenir un passeport belge plutôt que anglais ou américain. Mais ce sont les personnes qui ont financé la destruction de votre pays. Les autres ne sont que des envoyeurs. Les autres sont ceux qui sont en train de faire le travail sale. Mais écoute, je n'ai pas, depuis que ce conflit est né, je n'ai pas encore, peut-être qu'il y en a eu, des démonstrations, par exemple, au Congo, devant l'ambassade aux États-Unis ou celui de la France, de la Belgique, pour ces grands complots dont on est tous conscients. Mais on accable les Rwandais parce que, et tout simplement, nous n'avons pas l'essence du patriotisme noir. En fait, l'homme noir ne s'aime pas.
Vous voyez, les hommes se mettent des produits sur la peau pour devenir avoir une peau blanche. Les femmes se détruisent toute la santé pour avoir une peau claire et des cheveux comme des blancs. Alors, c'est en ce moment-là, il y a 4 personnes qui nous attaquent. Parmi ces 4 personnes, l'un n'est que l'envoyé, c'est la personne qui compte les mois. L'éliminer ne changerait absolument rien. Mais c'est à celui-là que nous attaquons. Alors, cette problématique des Rwandais, qui est aujourd'hui, en l'occurrence, les peuples Tutsis, qu'on définit comme des non-africains, est une vraie manipulation. À travers toujours mes recherches, je lis dans un livre écrit par un de nos aînés, Ra ou Nefer Amen, un chercheur américain de grand calibre, chercheur noir. Il décrit comment disons, les Occidentaux, dans une tentative désespérée de découvrir les faits que toutes les civilisations qui existent aujourd'hui, l'histoire même, l'évolution, les langues, les cultures, tout ce qui existe dans le monde aujourd'hui ont été faits par des Noirs. Nous appelons cela du point de vue de l'étude les conflits entre la descendance de Ham, Japhet et Shem. En fait, les Noirs disent donc qu'ils sont les descendants de celui qu'on appelle Ham. Vous allez trouver cela pour ceux qui lisent la Bible. En réalité, Ham, c'est une mauvaise locution car il s'agit de Kam. Kam, ça signifie les Noirs. Et c'est comme ça les Noirs appellent leur pays Kamites. En fait, dans cette tentative de vouloir créer une race, créer une division entre la race même noire, on dit ici que ils ont créé une nouvelle classification des peuples qu'on appelle les nilotiques noirs, comme les Maasai et les Somaliens, les Tutsis, qui définissent des noms nègres. Mais cependant, on les appelle des Hamites. D'une certaine manière, quand on étudie l'histoire, c'est même les historiens qui, maintenant, définissent les nilotiques des noms nègres. Quand on fait une étude, on fait une recherche au niveau des arbres historiques, on voit que les mêmes, ils sont définis des négros. Parce que quand on les définit par rapport à leur appartenance à l'Égypte antique, ils sont définis des négros. Mais aujourd'hui, d'une certaine manière, qu'est-ce qui fait? On les appelle les non-black Hamites ou la race nilotique, des non-noirs Hamites ou la race nilotique. En fait, qu'est-ce que l'on ressort de cette recherche ici? Ok, livre celui-là. On ressort que cette notion de nilotique est une pire invention littéraire. Des noirs nilotiques non nègres. Le mot nègre est un mot latin pour dire cam. Cam signifie noir. En latin, cam devient negus, noir. On dit nègre. Alors, on introduit une classe des nilotiques, comprenant les Maasai, les Somaliens et les Tutsis, qu'on dit non nègres. En fait, pour justifier celle de leur côté, on l'appelle des Tutsis comme, disons, un peuple élevé. C'est de la falsification littéraire, tout simplement, pour ne même pas dire historique. C'est une tentative de mettre une faille parce que le cerveau blanc n'est pas capable de voir des choses par association. Il ne peut comprendre la réalité par discrimination. Alors, aujourd'hui, il y a toute une littérature dont on veut, une littérature populaire qui plutôt sert à diviser les peuples du continent mère en introduisant des notions pour lesquelles les Tutsis sont venus. Toute cette littérature est une littérature complètement inventée. Je vais vous dire pourquoi et la réponse est très simple. Ok? La civilisation noire a évolué sur une période de plus de 350 000 ans. Ok? Alors, de ces 350 000 ans,
BC, c'est-à-dire avant l'ère chrétienne, les peuples occidentaux ne rentrent dans l'histoire. J'ai entendu, j'ai suivi le président de la France, comme Macron, qui dit que les Noirs n'ont pas encore marqué l'histoire. Chose à faire rire, il faut signaler le niveau où je ne sais pas, d'ignorance dépassée, ou plutôt, je ne sais comment le définir. Alors, au président Macron et à tous ceux qui ne comprennent pas l'histoire, vous devez comprendre que la race blanche rentre dans l'histoire seulement autour de 2500 avant l'ère chrétienne. 2500 avant l'ère chrétienne. C'est-à-dire au moment où nous passons entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, on passe au niveau des grandes immigrations. Avant cela, la race blanche n'avait habité que l'extrême nord-est de l'Asie et la race asiatique le nord-ouest, extrême nord-ouest de l'Asie. Il n'y a pas plus de 5000 ans que la race blanche a marqué son pied, a pénétré l'histoire. C'est une histoire sur un élan historique de plus ou moins, de plus de 350 000 ans. Alors, à Macron, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est plutôt à vous, mes frères et sœurs noirs, que je m'adresse. Les tentatives, les problèmes rwando-zaïrois est un moyen encore de dissimuler une séparation grave dans le monde noir, qui déjà a souffert des séparations, des divisions, des destructions sur une échelle qui va plus ou moins autour de 5000 ans. C'est-à-dire depuis que l'homme, la race, la civilisation blanche, 2500, est sorti de l'ère du paléotisme, où ils ne pouvaient que ramasser et vivre de la chasse et cueillette. Ils ont commencé la destruction de la civilisation noire. Alors, vous devez ici comprendre que le problème rwando-zaïrois est un vrai problème. Il y a la guerre. Il y a la lutte militaire. Mais vous devez aussi, vous intellectuels, mes frères et sœurs intellectuels noirs, comprendre, réaliser surtout que jamais une guerre n'a été gagnée dans ce monde. Même si vous battez l'ennemi jusqu'à les détruire, jamais vous ne le détruirez complètement. Ceux qui vont résister, ils vont se reconstruire et puis ils vont revenir faire la guerre. La guerre, disons, la paix s'obtient en signant des traités de paix. Pendant toutes les guerres que nous avons connues de l'époque moderne, entre l'Angleterre et la France, jamais entre l'Italie et la France, ok? Comment ça finit? Par des traités de paix. À un moment donné, on a dit signer un traité de paix. Des guerres qui ont fait comme par exemple celui de Saddam Hussein, vous voyez les résultats. Quand on a tué Saddam Hussein, toute la terre, toute cette région est déstabilisée. Et la déstabilisation de cette région provoque la déstabilisation du monde entier. Vous avez vu avec le colonel Kadhafi. Les guerres, je n'en disconviens pas qu'il y a un conflit, mais ce qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas la diplomatie. On doit pouvoir travailler, trouver des solutions diplomatiques de paix. Et j'ai fait appel non aux politiciens, car les politiciens sont des marionnettes travaillant tous pour le nouvel ordre mondial. Ok? Je fais appel à toutes les intellectuels noirs de venir ensemble. Réaliser que les conflits congo-zaïrois, s'il n'est pas résolu, cela va nous plonger dans une forme de déstabilisation qui va durer très longtemps. Les Européens ont combattu une guerre qui a duré plus de 1000 ans, des 100 ans, disons. Nous devons faire très attention sur ces points ici. Nous devons pas nous laisser manipuler, parce qu'aujourd'hui, toutes les informations qui sortent aujourd'hui, en fait, c'est parce qu'on veut faire quoi? Les Rwandais vont bénéficier, les Rwandais tuent les Congolais, les Rwandais veulent prendre les pays. Non, ce ne sont pas les Rwandais, c'est Israël. Et Israël signifie tout l'Occident. C'est eux qui ont les besoins matériels de prendre ces pays. Et on utilise chaque fois, quand nous avons brillé, quand Maman Yaki Pavita a été brillé, les Noirs ont fait le problème. Chaque fois qu'on a voulu tuer un Noir, ce sont les autres Noirs qui ont fait le travail. Et la même chose en train de se passer aujourd'hui. Alors, nous devons passer dans une phase de prise de conscience noire. Parce que ce qui nous manque, comme j'ai introduit, personne de nous, très peu d'entre nous, ont étudié la culture noire.
On étudie les Lingala, les Swahili, les Chiluba, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. En fait, ça n'existe pas de niveaux, différents niveaux de Lingala. Ou des Bambara, ou des Swahili, ou des Chiluba, ou des Zoulous, non. Il y a eu un freinage culturel. Le fait que du point de vue culturel, il n'y a pas eu une évolution, du point où on ne peut pas aujourd'hui. L'évolution se voit à travers la stratification, celle de la langue. Comme on voit, il y a un français pour les forgerons, il y a un français de la rue, il y a un français pour les juristes, il y a un français pour les scientifiques. Mais quand on parle de langues africaines, il n'y en a pas. Ou s'il y en a, elle est très de niche. OK? Et c'est ça notre plus grand problème. Et du fait que cette réalité n'est pas comprise, du fait qu'il n'y a pas de maîtrise culturelle, du fait qu'il n'y a pas eu formation du point de vue culturel, il n'y a pas patriotisme noir. Il n'y a pas de patriotisme noir. Et par conséquent, nous sommes manipulables et toujours, qu'est-ce qui se passe? On nous met les uns des autres. On nous met les uns contre les autres. Et à faire la guerre, à nous tuer. Parce que et les Rwandais et les Aïrois, en se tuant, ils vont laisser la place aux Israéliens, aux États-Unis, en Angleterre, ainsi des autres. Nous devons pouvoir réfléchir, surtout la classe intellectuelle. Je ne parle pas ici des intellectuels, de ceux qui ont étudié à Louvain, à Louvain, ici en Angleterre. Ça, pour moi, ce ne sont pas des intellectuels. Pas ici. Quand je parle d'intellectuels, je parle des personnes qui peuvent mettre cet habit-là. C'est-à-dire la puissance intellectuelle du monde noir. Ceux qui ont eu une formation initiatique dans le monde noir. Je parle ici des gens comme le professeur Bogba Song, Omotunde. Il y a un grand monde qui ont eu cette formation que je salue. Il doit y avoir une concertation. Il n'existe pas de Congo. Ça, c'est une réalité coloniale. Une fracture, une fragmentation coloniale, ou des Cameroun, ou des Nigeria, ou du Gabon. Non. Il existe la terre des Noirs, comme la définissons. Et la stabilité de ce monde dépend de tout le monde. Ce n'est qu'en conjuguant les efforts que nous pourrons mettre fin, en première, éclaircir les problèmes qu'il y a entre la Rwanda et les Zaïre, et par après, repousser, réindividuer les vrais ennemis, ceux qui sont en train d'alimenter les conflits à travers lesquels des millions de personnes sont en train de mourir, les isoler, ces forces exogènes du monde noir, et par après reconstruire le monde noir. Parce que si nous pensons, cette guerre va finir, parce que l'un des deux côtés va gagner, nous sommes dans l'obscurité. Ou si l'on pense, parce qu'on a émis quelques cartes pour lesquelles on a écrit qu'il y a un nouvel État créé au roi pour les Rwandais, non, c'est faux, cette terre va être arrachée. Lisez bien votre Bible. Vous allez voir que les guerres, toutes les guerres de l'Ancien Testament ont été faites pour des questions de terre. On a éliminé des peuples entiers pour des questions de terre. Et c'est cette même logique qui a continué encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette même logique biblique dont notre terre est victime aujourd'hui. Nous devons faire les comptes avec tout ça et réaliser, enfin partir pour un grand changement. Nous devons activer un champ de collaboration diplomatique. Nous devons être dans toutes les guerres pendant que d'un côté l'on se bat, de l'autre côté on cherche des arrangements diplomatiques pour arriver à isoler les éléments négatifs. Les Rwanda contiennent les éléments négatifs comme Kagame et dont les célibataires et Hippolyte Kanambe qu'on a mis comme dictateur de la République démocratique du Congo. Et il y a toute cette vague de personnes qu'il faut isoler. Mais pour pouvoir les isoler, ces efforts doivent être noirs, doivent être africains. Ce sont des efforts qui doivent être accomplis du point de vue entreprise, une démarche entreprise du point de vue africain pour pouvoir isoler ces éléments négatifs, exogènes, les mettre hors d'état de nuire et ainsi créer un état de paix. Or, de cette modalité, il n'y a pas d'autre. Aucun pays noir ne fabrique des armes. Pour prendre les armes, et Hippolyte Kanambe, et les rebelles congolais, comme Kagame, ses ressources en Europe. Tout comme la Première Guerre mondiale, ok, et Hitler, et les États-Unis, tous étaient financés par la banque Rothschild. Encore aujourd'hui, nous sommes devant la même situation. Parce que qui a gagné la Première Guerre mondiale? C'est les Rothschild. Parce qu'ils ont les contrôles sur les États-Unis et sur l'Allemagne. C'est eux qui contrôlent le monde. Et donc aujourd'hui, si nous continuons cette dynamique de guerre,
sans pour autant entreprendre une démarche diplomatique. Qui gagnera cette guerre? Ce ne sera ni les Congolais, ni les Rwandais. Cette guerre va être gagnée par la communauté internationale représentée par tous ces fascistes et ces colons, et les colons que nous connaissons des noms et des prénoms. En fait, c'est de ça que je voulais parler, discuter avec vous aujourd'hui, et heureusement que je voulais apporter à mes frères et sœurs. Et nous sommes dans l'émergence. Nous devons mettre beaucoup d'efforts sur notre culture. Souvent, j'entends parler de mes frères et sœurs, parce que quand un mot, tu vas dire, un mot comme l'authenticité, quand je dis authenticité, on est d'accord. Mais quand je dis, par exemple, Bokoko en lingala, qui signifie authenticité, les Congolais fouillent parce que pour ça, pour seulement dire Bokoko, c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire, ce sont des gens ces gens-là, ce sont des gens qui ne s'aiment pas pour ce qu'ils sont, qui rejettent leur identité juridique parce que, du point de vue d'identité culturelle, ils sont des gréco-romains parce qu'ils ont adopté la religion chrétienne, ou ils sont complètement confondus. Alors, c'est pourquoi de cette manière, comme tout colon, qui se respecte, tout ce qui est noir est négatif. Vous avez vu quand il y a eu la neige aujourd'hui là en Angleterre, la neige est forte. Ça a créé beaucoup de désordre. On l'a appelé la neige noire, bien qu'elle ait des couleurs blanches. On l'a appelé la neige noire. Alors, il y a cette psychologie pour laquelle tout ce qui est noir est négatif. Ça, c'est une psychologie coloniale. C'est une psychologie des colons. Alors, tous nos frères et sœurs qui sont habitués à préférer des expressions, des langues étrangères par rapport à la leur, quand on dit une divinité en langue, en lingala, en bambara, zoulou, et ainsi de suite, ils se sentent, non, c'est de la sorcellerie. En fait, ce sont des colons et ils commettent ce que moi j'appelle du racisme culturel. Parce que quand moi je suis, on me met un fichier des sorciers, ou de mauvaises personnes parce que je pratique la culture de mes ancêtres. Je suis les recommandements de mes ancêtres. Je suis la voix de mes ancêtres par la même personne qui a la même couleur de peau comme avec moi, mais qui lui préfère suivre les recommandations des ancêtres des autres parce qu'il se sent comme eux. Ah bien, cette personne commet ce que moi j'appelle du racisme culturel. Nous devons nous élever du point de vue intellectuel. Et l'intellectuel ne peut être compris que d'un point, disons, en prenant une point de référence culturelle bien donné. On ne peut pas être chat et souris en même temps. Ou on est chat ou on est souris. Nous n'avons pas divergé sur ces points-là. Les personnes qui jugent, qui ont des préjugés sur les expressions, les personnes de peau noire, qui ont des préjugés, qui affichent un manque de connaissances sur les expressions linguistiques noirs africains et leur fichent des démons, des sorcelleries, simplement par cette affiliation, oh ben, ce sont des racistes. Ils commettent ce que moi j'appelle un racisme culturel. J'espère, mes frères et sœurs, je ne vais pas trop m'allonger, ou je me suis déjà beaucoup allongé sur ces sujets. J'espère avoir été très important. C'est ainsi que nous, ici, nous allons, moi, avec mon équipe, déjà au mois de janvier, nous allons lancer ce que nous appelons l'université, l'académie de la culture noire. Ok, c'est là où nous allons apprendre c'est quoi être noir, c'est quoi l'identité noire. Nous allons puiser les bases de la culture noire, connaître nos langues, la stratifier, la développer, les permettre de se développer, la déchaîner de ces chaînes qui l'ont maintenu, qui la maintiennent à un état exigé depuis des centaines, des dizaines de milliers d'années. C'est ainsi qu'après qu'on va nous finir que notre culture est primitive. Elle n'est pas primitive, elle a été mise en prison. On ne peut pas définir une personne qui a été mise en prison de ne pas être branchée. Il a été en prison. Et notre culture a été en prison. C'est ainsi que l'on a honte. Beaucoup de frères nous disent, vous avez honte d'être des Noirs. Inutile de le dire. Vous avez honte d'être des Noirs. Regardez-vous dans le miroir. Êtes-vous? Non, pas du tout. Vous voulez changer les couleurs de votre peau. Hein? Vous voulez mettre des mèches, ressembler à ce que vous n'êtes pas.
C'est parce que vous avez honte de vous-même. Cette honte de vous-même dépend du fait que vous n'avez pas été construit du point de vue culturel. Vous avez été construit du point de vue d'une juxtaposition qui vous met dans une situation difficile parce que vous avez une identité qui se définit même du point de vue de votre couleur de peau, qui est une identité juridique. Autant quoi. Mais vous avez été à l'école belge, l'école de l'UNESCO, l'école anglaise, l'école américaine. Et du point de vue de la culture, vous n'êtes pas des Noirs. J'espère que j'ai été choquant, mais la vérité choque. Et la vérité, c'est comme l'eau glacée à 5 heures du matin qu'on vous jette dessus. Ça fait mal, mais après, ça réchauffe le cœur. Je vous remercie et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. N'oubliez pas, au mois de janvier, nous allons commencer avec l'Académie de la culture noire. Une chance de pouvoir nous identifier, nous découvrir et grandir fiers de ce que nous sommes. Merci.